Marguerite-Yourcenar. Et l'on évoque Yourcenar, grâce à vous, Christophe Bigot, Un autre matin ailleurs. C'est le roman que vous publiez aux éditions La Martinière, un beau roman où vous évoquez la fin de la vie de Marguerite Yourcenar et sa dernière passion. Et puis nous sommes également en duplex avec Francesca Cunian. Bonjour. Francesca Cunian, vous êtes maîtresse de conférences à l'Université nationale d'Irlande et vous êtes co-directrice de l'ouvrage Marguerite Yourcenar, une auteure pour le 21e siècle. Je l'ai dit, je suis de parti pris parce que pour moi, Yourcenar, ce ne sont pas seulement des romans ou des essais, c'est aussi une écrivaine qui façonne des mondes, qui explore les profondeurs de l'être, aussi une vision de l'histoire et de la vie. Et puis c'est une voix, et c'est peut-être pour cela aussi que lorsque l'on fait de la radio, lorsqu'on aime la radio, eh bien on est autant impressionné par cette femme. Voici un extrait d'une interview de Marguerite Yourcenar où on l'entend. Savoir lire. Ça veut dire lire avec attention, lentement, en revenant en arrière si on n'a pas compris, en se demandant ce que ça signifie pour soi, quel rapport ça a avec sa propre vie, ou avec les autres livres qu'on a déjà lus, et ne jamais lire rapidement sans avoir compris. Dans aucune vie, même la plus riche, on ne peut tout vivre. Les livres apportent un surcroît de renseignements. Très souvent, mes lecteurs les plus enthousiastes sont des jeunes gens, évidemment, qui n'ont pas beaucoup lu. Mais tout de même, c'est un avantage. C'est un avantage pour tout, d'avoir déjà lu, d'avoir déjà un fond auquel on peut se rapporter. Et que cherchent-ils, ces jeunes, quand ils lisent vos livres? Je crois à un contact avec les réalités, plus courant que chez la plupart des romanciers ou des essayistes de nos jours. C'est-à-dire? C'est-à-dire un immense amour et un immense respect pour la chose vécue et pour la chose en quelque sorte vue et touchée. Marguerite Yourcenar, c'est une voix qui vient d'ailleurs, d'un autre monde, peut-être aussi d'une autre classe sociale, l'aristocratie. Christophe Bigot, quand on est écrivain et qu'on décide d'écrire sur une écrivaine, pas n'importe laquelle, qu'est-ce que ça signifie ? Alors, ça signifie d'abord qu'on a été un lecteur soi-même, et je suis ravi d'avoir commencé cette émission en écoutant Marguerite Yourcenar. Je l'écouterai parler des heures, pour ma part. Je crois que j'ai écouté à peu près toutes ces archives. Alors, il y a beaucoup de choses sur le site de France Culture. Il y a beaucoup, et je me suis abondamment servi, si je puis dire. On l'écouterait parler des heures. Elle parle effectivement comme un livre, avec cette élocution en même temps qui est très chantante, très musicale, et elle parle de la lecture, là. Et bon, voilà, on sait évidemment qu'on apprend à écrire en lisant. On connaît tous le titre de l'ouvrage de Julien Gracq, En lisant, en écrivant. Gracq a été lui-même un très très grand lecteur, qui a très bien parlé de la littérature, comme Yourcenar. Donc c'est d'abord une expérience de lecteur. Moi, j'ai commencé à lire Yourcenar au lycée, grâce à une prof de philo en terminale qui nous a fait lire l'œuvre noire pour nous expliquer un petit peu... Ça parle de quoi, l'œuvre noire ? L'œuvre noire, c'est l'histoire d'un alchimiste qui s'appelle Zénon, qui traverse l'Europe ensanglantée du XVIe siècle, qui est en fait ce moment charnière où le rêve humaniste se transforme dans une espèce de cauchemar absolu, avec les guerres de religion notamment, avec un climat très belliqueux, très noir. Et c'est un livre qu'elle a écrit. Elle a publié en 68, mais elle l'a écrit quelques années auparavant, lorsque le monde était au bord de la menace nucléaire. Et Yourcenar avait à ce moment-là un pessimisme absolu concernant la marche du monde. On idéalise un peu les années 60-70, mais c'est pas du tout comme ça qu'elle percevait les choses. Alors, pour revenir à votre question, voilà, ça a d'abord un rapport de lecteur. Moi, ça a été un coup de foudre pour moi, l'œuvre noire en terminale. Et après, j'ai découvert dans l'ordre Alexis, puis les mémoires d'Adrien, tout ça, quand j'étais étudiant en lettres. Et intuitivement, elle m'a déjà appris quelques secrets du métier. Alors, en tant qu'écrivain, plusieurs choses. Je dirais d'abord une grande rigueur dans l'écriture. En même temps, une grande modestie. Il y a cette phrase justement dans l'œuvre noire que j'aime beaucoup, qu'elle prête à Zénon, son personnage d'alchimiste. Zénon dit « Je n'ai pas rendu de culte à la vérité, je lui ai préféré le terme plus humble d'exactitude ». Et je crois vraiment qu'il y a ce souci de l'exactitude chez Yourcenar, qui est pour moi effectivement d'abord une leçon assez magistrale.
Francesca Cunian, si vous deviez présenter Marguerite Yourcenar à quelqu'un qui aurait la chance encore de ne pas l'avoir lu. Qu'est-ce que je dirais? Je dirais qu'elle est connue d'abord pour ses grands romans historiques, mais qu'elle a aussi fait des textes beaucoup plus courts qui parlent plus directement justement des passions ou de la vie intime, si vous voulez, comme les textes, pardon, des textes des années 30, Anna Soror et Feu, et donc il y a toute une série de textes qui sont moins connus, mais qui sont aussi très beaux. Et peut-être aussi plus facile d'abord, parce que je crois que pour beaucoup de gens, beaucoup de lecteurs, le côté érudit peut décourager, disons. Alors, vous évoquez un côté érudit, par exemple, pour Mémoire d'Adrien, qui est probablement son livre le plus célèbre. Mémoire d'Adrien, ce sont donc les mémoires d'un empereur romain à la fin de sa vie. C'est une méditation sur l'amour et sur le pouvoir, Francesca Cunian. Oui, tout à fait. Et ce qui est intéressant avec les mémoires d'Adrien, c'est justement, je parlais de côté érudit, c'est-à-dire que, en fait, dans un sens, elle laisse tout ça de côté parce qu'elle rend le livre abordable en suivant la voix et les pensées d'Adrien. Et donc, justement, oui, il y a cette réflexion sur le pouvoir parce qu'on voit l'Empire, donc du point de vue d'Adrien, qui essaye d'améliorer, de réformer, et on a une sorte de point de vue d'ensemble et qui donne une vision assez harmonieuse, en fait, de ce qui se passe dans l'Empire. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a, on a fait un livre il y a quelques années sur le pouvoir dans l'œuvre de Yourcenar, et je crois qu'il y a même des hommes politiques qui aiment lire ce livre et qui trouvent des références par rapport. De toute évidence, il y a une vision politique chez Yourcenar, c'est particulièrement clair dans ce livre et dans d'autres. Christophe Bigot, il y a aussi dans Mémoire d'Adrien, donc il y a bien sûr la voix d'un empereur qui revient sur ce que sa vie a été, et sa vie a été pouvoir, mais elle a été aussi amour et érotisme, et c'est peut-être une bonne façon d'introduire la vision que vous délivrez d'elle dans Un autre m'attend ailleurs. Oui, tout à fait. Alors, je partage complètement l'idée que Mémoire d'Adrien, c'est peut-être pas le versant le plus accessible immédiatement, mais heureusement, dans Mémoire d'Adrien, qui est un très grand texte, aussi philosophique, il faut le dire, il y a ce cœur irradiant du roman qui est appelé le siècle d'or et qui correspond à la relation d'amour de l'empereur pour Antinoüs, son jeune protégé. Et là, effectivement, on sort de l'aridité des développements sur l'administration, sur la pacification de l'Empire. Il y a effectivement le feu de la passion qui intervient dans une vision rétrospective magnifique. Et je pense que c'est cette partie du livre qui l'a fait aimer aussi à tant de lecteurs, même si elle ne souhaitait pas le réduire évidemment à cela. Votre livre, Christophe Bigot, saisit Yourcenar à la fin de sa vie, alors qu'elle est avec Grace Freak, qui est traductrice et qui a été sa compagne des dernières années. Grace Freak qui est morte quelques années auparavant, avant la disparition de Marguerite Yourcenar, et raconte donc une passion, la dernière passion de Marguerite Yourcenar pour un homme. Est-ce important, le fait que cette femme qui a aimé les femmes ait une dernière passion pour un homme? Oui, c'est important au sens où ça jette un éclairage, à mon avis, crucial sur son imaginaire romanesque, sur sa sensibilité. Je crois qu'aujourd'hui, on est nous-mêmes beaucoup plus ouverts à ces indéterminations-là, que peut-être on a pu l'être du vivant d'Yourcenar. C'est une femme extrêmement libre. Elle a été amoureuse d'hommes, elle a été amoureuse de femmes toute sa vie. Mais il se trouve qu'elle a eu une passion extrêmement violente et malheureuse dans les années 30 pour un écrivain de la droite catholique française. Oui, pas n'importe quel écrivain, peut-être faut-il le présenter et dire dans quelle mesure c'est un peu surprenant que Yourcenar ait été prise d'un tel homme. Oui, André Fregnault, c'est un écrivain, alors moi je connais peu, mais je crois qu'il est un styliste de premier plan, qui était éditeur chez Grasset, mais qui par ailleurs a basculé un petit peu du côté obscur pendant l'occupation.
Oui. Et donc effectivement, on a l'image d'une Yourcenar grande humaniste, voilà, ça colle assez mal, mais en réalité, dans les années 30, je crois que les milieux littéraires étaient assez perméables et que voilà, il y avait ce type de rencontre qui était possible. Oui, mais elle était. Alors, Marguerite Yourcenar, Yourcenar est un pseudonyme. En Mhm. réalité, elle s'appelle de Crayancourt. Elle vient d'une Oui. famille aristocratique et très libre. Mhm. Néanmoins, son père était quelqu'un d'extrêmement étonnant, libre, trop libre d'ailleurs, dans la mesure où cette jeune fille a été un peu perdue par cet homme, Christophe Bigot, et on ne s'attendait pas qu'elle tombe amoureuse d'un homme aussi conservateur et aussi rétrograde par rapport à la grande liberté dont elle témoignait. Oui, alors c'est sans doute pas ce qu'elle a vu en lui. Je crois qu'elle a vu en lui, elle a projeté en lui une espèce de rêve de beauté à l'antique. Il était, je pense, voilà, il ressemblait à ses yeux d'ailleurs à un bas-relief qu'elle avait vu au Louvre, représentant un profil comme ça antique. Et en fait, depuis qu'elle était très jeune, hein, depuis son adolescence, elle était fascinée par les figures, ce qu'on appelle les éromènes, donc dans la Grèce antique, les éphèbes, les jeunes gens d'une beauté presque parfaite, classique. Et c'est ça aussi qui lui a plu à André Fréniaux, et c'est ça qu'elle a cru retrouver à presque 50 ans de distance dans ce jeune Jerry Wilson, ce photographe américain. Et alors là aussi, Jerry Wilson est un homme, alors je vais dire inattendu, mais en fait on ne sait pas très bien ce que c'est qu'un homme attendu, mais là, en l'occurrence, disons qu'il n'était peut-être pas conçu pour rencontrer Yourcenar. Non, absolument pas. Alors d'abord, les circonstances même de la rencontre sont vraiment proprement hasardeuses. Il intervient en fait dans une équipe de tournage de télévision française qui est venue faire un documentaire sur Yourcenar à Petite Plaisance, c'est-à-dire sa demeure dans l'île américaine, hein, dans le Maine, où elle vit avec sa compagne depuis des années. Il est là simplement comme membre de l'équipe de tournage et il arrive en plus en couple avec le producteur de l'émission qui s'appelle Maurice. Voilà, ils ont 50 ans d'écart. Lui est américain. Alors, ce qui sans doute a interpellé Marguerite Yourcenar, c'est qu'il est des États du Sud comme Grace Freak, qu'il a comme elle la passion de la culture, ce qu'on dirait, voilà, vulgairement la culture noire, le gospel, le blues, etc., la culture des plantations Parce qu'elle sudistes. elle a beaucoup travaillé là aussi, elle a travaillé sur James Baldwin, enfin, il y a tout ce versant-là aussi chez Yourcenar. Tout à fait. Ça va leur faire un point de rencontre quand même. Ils ont quelques passions communes, l'ornithologie en particulier, une passion pour les oiseaux et la musique noire. Voilà, toute cette culture du gospel et du blues. Et ils vont faire d'ailleurs des réalisations ensemble. Ils vont faire 2 livres. Lui est photographe et ils vont faire 2 livres de photographie accompagnés de textes. On l'entend, Francesca Cugnan, au travers du portrait qu'en fait Christophe Bigot. Yourcenar, c'est une femme monde, c'est une écrivaine dont les centres d'intérêt sont inépuisables, politique, la question raciale, la question noire, la question donc des femmes, et la question aussi des animaux. C'était une femme qui était extrêmement sensible à ce qu'on appelle aujourd'hui l'écologie. Absolument. Et surtout d'ailleurs vers la fin de sa vie, enfin, c'était la grande cause pour laquelle elle s'est engagée. Autant, enfin, surtout dans ses essais, mais ça transparaît aussi dans ce qu'elle fait comme roman. Comme par exemple En homme obscur, le dernier roman, justement, c'est un personnage qui est très en contact avec la nature et qui finit en mourant, par se fondre dans la nature. Donc c'est quelque chose qui est très important pour elle. Et, ouais. Et c'est la raison pour laquelle elle habitait donc cette île américaine des monts déserts. Alors là aussi, c'est assez étonnant parce que c'est une femme qui a un rapport si particulier à la langue française, le fait qu'elle décide de vivre aux États-Unis, mais alors aux États-Unis, pas n'importe où, dans un lieu, donc dans le Maine, qui est un lieu qui porte assez bien son nom, Christophe Bigot. Oui, alors c'est un petit peu les hasards de la vie aussi qui l'ont conduite à vivre dans le Maine, puisqu'elle a pris un des derniers paquebots en 1939 qui ont été appareillés pour quitter le territoire français. Elle était en relation amoureuse depuis 2 ans avec Grace Freak, qui lui a proposé ça, et au départ elle a été très malheureuse aux États-Unis. Plus tard elle est devenue citoyenne américaine, et elles se sont installées au bout de quelques années dans cette île des monts déserts qui avait été découverte par Champlain. Il se trouve que
Elles ont habité ensemble une maison de la style vieille Angleterre, et elles ont vécu de façon extrêmement simple en fait. Il ne faut pas imaginer tout une grande demeure d'écrivain, c'est une maison en bois très simple avec en revanche un jardin fleuri, et elle y faisait son pain elle-même. Enfin, il y a toute une mythologie autour de la vie quotidienne de Yourcenar à Petite Plaisance. Elle vivait extrêmement simplement et très entourée, très impliquée dans la vie locale, associative, etc. En revanche, elle avait une nostalgie de la langue française qu'elle a eue jusqu'à son dernier jour. C'est pour ça qu'elle entretenait des correspondances et aussi des appels téléphoniques avec la France, hein. Et à la fin de sa vie, ça lui manquait terriblement de parler et d'entendre parler français. Donc elle a fait venir des amis jusqu'à son chevet et jusqu'à l'hôpital où elle est décédée pour entendre parler cette langue. Et il y avait un rapport aussi avec l'Amérique, avec la langue anglaise, par le biais donc de Grace Freak, sa compagne, par son travail à elle, par exemple avec Baldwin. Oui, tout à fait. Alors, même si Yourcenar, c'est plutôt une femme, de ce point de vue-là, de l'écrit, et donc elle n'est pas une très très bonne angliciste, je ne crois pas. Et oui, l'on évoque la grande écrivaine Marguerite Yourcenar en compagnie de Francesca Cunninhan, maîtresse de conférences à l'Université nationale d'Irlande, et du romancier Christophe Bigot qui, dans cette rentrée littéraire, publie un beau roman consacré à la dernière passion de Marguerite Yourcenar, Un autre m'attend ailleurs. Il y a une politique de Yourcenar, disais-je, Christophe Bigot. Comment d'ailleurs pourriez-vous l'évoquer ? Alors, d'abord, négativement, c'est pas une politique politicienne. Ça, je crois que c'est le moins qu'on puisse dire. Vous le rappelez d'ailleurs dans votre livre, elle ne savait même pas qui était Raymond Barre lorsque ce monsieur l'a appelé pour la féliciter parce qu'elle était rentrée à l'Académie française. Oui. Ou alors elle feignait de ne pas le savoir. C'est aussi une façon très provocatrice et amusée, impertinente d'envisager les choses. Je crois que Marguerite Yourcenar, d'abord, elle est irrécupérable politiquement au sens où il est impossible de l'enfermer dans telle ou telle formation politique. En revanche, elle est d'un certain nombre de combats qui aujourd'hui nous paraissent très progressistes. Alors, il y a peut-être une Marguerite Yourcenar, j'allais dire de droite, par une éducation un petit peu aristocratique, un milieu social qui a été assez privilégié, hein. Et d'un autre côté, voilà, elle s'attache à la défense de, on dirait aujourd'hui, tous les opprimés, de voilà, toutes les personnes qui peuvent se trouver en souffrance, en difficulté. Elle a été, par exemple, vraiment révoltée, je le montre dans le roman, par le traitement des malades du sida dans les années 80, et à un moment où elle était peut-être la seule à dénoncer ce type de traitement. C'est quand même l'époque où on parlait des sidatoriums, etc., hein. Donc il y a beaucoup de choses qui la révoltent. On évoquait tout à l'heure brièvement la cause animale. Donc je crois vraiment que sur ces combats-là, l'écologie, le nucléaire, elle était très farouche opposante au nucléaire. Également la réduction de la population mondiale qui l'a préoccupée beaucoup. Elle était très malthusienne. Elle a des positionnements qui sont politiques. Et sur son amour des femmes, que disait-elle, Christophe Bigot, sur la cause à une époque où là, ça n'était évidemment pas aussi facile qu'aujourd'hui. Que disait-elle sur l'homosexualité ? Alors, en général, Marguerite Yourcenar, c'est quelqu'un qui parle plutôt de la liberté d'aimer ou de la liberté sensuelle. Elle n'aime pas le terme d'homosexualité. D'ailleurs, elle n'y recourt pas. Dans son premier roman, Alexis ou le traité du vain combat, qui est un roman qu'elle publie à une vingtaine d'années et qui aborde avec une franchise et un courage assez admirable cette question. Et dans une préface qu'elle a composée pour ce roman dans les années 60, elle explique en fait le double écueil face auquel elle se trouvait confrontée. Elle souhaitait éviter le vocabulaire de la médecine, qui est encore dans les années 20 classé comme pathologie sexuelle l'homosexualité, donc elle refuse pour cette raison d'utiliser ce terme. Et d'un autre côté, elle refuse évidemment le vocabulaire de la pornographie. Donc elle cherche à dire les choses, mais autrement, et dans une sorte de classicisme atemporel. Qu'est-ce que vous en pensez, Francesca Cunninhan ? Oui, je pense que comme on vient de dire, elle est contre l'injustice, elle est contre l'inégalité, mais en fait, que ce soit des positionnements de droite et de gauche, en fait, ça le concerne pas quelque part. Mais bon, elle a quand même pris parti, comme vous dites, pour les homosexuels et par exemple, pour les Noirs, beaucoup quand elle était aux États-Unis, enfin, quand elle était aux États-Unis. Donc, elle a travaillé contre tout ce qu'elle percevait comme
de l'injustice ou de l'inégalité qu'elle percevait autour d'elle. Et puis c'est vrai que pour l'écologie, elle était, disons, à l'avant-garde, parce que c'est une époque où, bon, l'écologie... Ah, il y a eu une On n'y coupure. pensait pas. Christophe Bigot, lorsque l'on évoque effectivement Marguerite Yourcenar, on a affaire à une femme qui est une écrivaine en majesté, qui de fait, mais bon, c'est peut-être mon tort, j'ai eu tendance à la désincarner, vous la réincarnez, vous la dotez à nouveau d'un corps, d'une passion, et d'une passion qui est une passion donc inattendue, dans la mesure où c'est une passion avec un homme beaucoup plus jeune qu'elle, a priori en couple avec un homme, et quelqu'un qui va la sadiser, qui va se comporter avec elle de manière assez dure. Oui, alors c'est Josiane Savigno dans sa biographie de référence, publiée aux éditions Gallimard en 1990, qui dit que c'est le moment de sa vie où Marguerite Yourcenar, pour la première fois, se montre un peu pathétique. Alors évidemment, on a une hésitation, quand on admire un écrivain, à le montrer sous ce jour peut-être peu flatteur. Mais je crois que c'était intéressant de montrer que Yourcenar, qui est un peu une sorte de statue du commandeur de la littérature, qui est très impressionnante, elle a cette espèce de noblesse, aussi bien dans sa démarche que son élocution qu'on écoutait tout à l'heure. Elle a aussi des failles, des fragilités. Je crois que ça révèle beaucoup de choses, y compris d'ailleurs sur le plan littéraire, parce que je crois que derrière ce qu'elle a appelé elle-même l'éloquence taugée à propos d'Adrien, c'est-à-dire ce côté très, très travaillé du style, peut-être un peu académique, il y a en réalité des lignes de faille, il y a de la vibration, il y a du mouvement, il y a du doute, et en fait, je trouve que ça reflète assez bien peut-être les zones d'ombre de cette femme. Donc cette passion révèle aussi ces zones d'ombre, et elle ne s'y est pas montrée d'ailleurs que pathétique, elle s'y est montrée aussi généreuse, maternelle, attentive, et d'un altruisme assez admirable, me semble-t-il. C'est marrant, pourquoi pathétique? Parce que, a priori, justement, dans une passion, il n'y a pas nécessairement les règles usuelles qui sont en cours. Donc, même si elle perd de sa majesté, c'est un peu d'ailleurs ce qui est dit dans Mémoire d'Adrien sur la manière dont l'empereur paraît pour son médecin, et bien de la même façon pour vous qui êtes en quelque sorte le romancier biographe de cette femme, vous la montrez telle qu'elle est dans La Passion. Oui, mais bon, alors le risque, je ne sais pas si on peut aller jusqu'à dire pathétique, mais il y a une mise en danger évidente, et une perte peut-être Mais ça, je pense que c'est ce qu'elle voulait dans cette passion. Certainement, c'est ce qu'elle voulait, mais il y a peut-être en elle, en effet, à certains égards, une forme de masochisme. Elle a été, voilà, elle a subi quand même une violence verbale, et vraisemblablement, et même plus que vraisemblablement, puisque Savigno l'accrédite dans sa biographie, une violence physique. Donc voilà, sa dignité quand même perd quelques plumes. J'ai songé à une autre Marguerite, Marguerite Duras, et bien entendu la passion qu'elle a eue avec Yann Andreas. Oui, oui, bien évidemment, le parallèle paraît évident, au-delà de l'anecdote, voilà, du fait qu'elles sont deux monstres sacrés de la littérature de la même époque, s'appelant toutes les deux Marguerite. Mais effectivement, étonnamment, l'histoire de Duras est très connue du grand public. Elle a fait l'objet même de films, etc. Celle de Yourcenar, moi, j'ai eu la sensation, quand j'ai vraiment commencé à tirer le fil de cette histoire, qu'elle faisait un peu l'objet d'une omerta. Voilà, je crois que Jerry Wilson était une figure un peu embarrassante pour l'institution littéraire française, qu'on trouvait que c'était pas très reluisant, et du coup ça a été un peu mis sous le boisseau. Francesca Cunian, vous êtes de retour. Il y a a priori quelque chose d'étonnant dans le fait de faire un éclairage sur cette vie-là, cette portion-là de la vie, cette vie privée de Marguerite Yourcenar, parce que elle-même refusait les anecdotes dans la manière qu'elle avait de rendre compte de la vie des auteurs. Je pense par exemple à sa biographie de Mishima ou La vision du vide. Oui, oui, tout à fait. Enfin, et surtout par rapport à sa vie privée à elle, elle ne souhaitait absolument pas qu'on en parle. Et puis, pour elle, c'était, je dirais que,
Elle avait deux identités presque, qu'il y avait donc ce côté écrivain et puis sa vie privée qui n'avait rien, qui était pour elle, et donc puis comme vous savez, elle se mettait en scène quand même en tant qu'écrivain, par exemple, enfin à la réception de l'Académie française. Et puis je pense que tout ce qui est de sa vie privée. Alors et justement, je ne sais pas si, enfin, j'ai lu votre livre et j'ai trouvé ça très intéressant. Mais... Un autre m'attend ailleurs. Oui. Ouais. Oui, voilà. Mais je ne sais pas si elle, ça lui aurait plu. Je pense que elle aurait, enfin, comme on dit en français, elle aurait tiqué, elle aurait refusé justement qu'on s'immisce dans sa vie généralement, privée les écrivains n'aiment pas les biographies qui leur sont consacrées. Mais en revanche, il y a une date extrêmement importante dans la vie de Marguerite Yourcenar, c'est sa réception à l'Académie française. On va l'écouter d'ailleurs dans un entretien avec Jean Montalbetti évoquer cet épisode. Je commence par dire que le point de vue qui consiste à dédaigner l'Académie française ou à trouver qu'on est trop d'avant-garde ou trop dissident ou trop subversif pour y appartenir ne me paraît pas sage. Qu'à une époque où les choses tendent à s'effriter et à s'atomiser de toutes les manières, l'idée d'un groupe de 40 personnes qui se traitent poliment les unes les autres, du moins on aime à le croire, et qui continuent certaines traditions d'urbanité, mérite d'être infiniment respectée, même si en pratique, ça ne donne pas toujours, dans tous les cas, tout ce qu'on désirait. D'autre part, le fait même que si j'avais à me présenter, je me présenterais comme femme, ce qui ferait du tintamarre, bien entendu, ne me donne pas un très grand goût de me présenter. Je ne me suis jamais présenté jusqu'ici à quoi que ce soit. Et il me semble que c'est peut-être un peu tard pour commencer. Du grand Yourcenar, Christophe Bigot. Oui, je souhaitais un tout petit peu réagir à ce que vient de dire notre invité. Je la remercie. Oui, et je la remercie pour sa lecture bienveillante. Je comprends tout à fait ce qu'elle entend parce qu'il y a quelque chose qui relève de la transgression dans la démarche de mon roman, dans la mesure où elle-même parle en effet, Yourcenar, d'un misérable petit tas de secrets pour évoquer la vie intime. Mais d'une certaine façon, je m'autorise de sa propre pratique, puisque Yourcenar a elle-même recouru à ce type de démarche, aussi bien pour aborder l'empereur Adrien que l'alchimiste Zénon, que son propre père dans Archives du Nord, dont elle reconstitue y compris la biographie amoureuse et sexuelle, en fantasmant en partie. Donc je crois... Et dernière chose, je crois que par ailleurs, elle a disséminé des indices dans son œuvre à l'attention d'un lecteur très vigilant, notamment dans Quoi l'éternité, son dernier livre, un posthume. Donc voilà, je crois qu'il y a quelque chose... Vous n'avez pas à vous excuser, Christophe Bigot, d'autant qu'effectivement, une partie importante, cela me donne l'occasion d'en parler avec vous, une partie importante de l'œuvre de Yourcenar est une œuvre autobiographique. Le portrait qu'elle fait de son père est un portrait absolument bouleversant. C'est un portrait qui témoigne de l'originalité de cet homme, mais aussi des souffrances qu'elle a connues, elle, enfant. Quelques mots à ce sujet. Oui, alors... Yourcenar a beaucoup de mal quand même à parler d'elle-même, et dans sa trilogie qu'on pourrait qualifier d'autobiographique de façon un peu expéditive, Le labyrinthe du monde, elle parle essentiellement de ses ancêtres, mais elle parle un tout petit peu de son enfance, et sans doute que si elle a laissé inachevé ce monument, c'est qu'elle n'arrive pas à parler d'elle à l'âge adulte, et elle en parle du coup de manière indirecte, biaisée, via l'évocation de personnages de l'entourage de ses parents. L'histoire qu'elle est en train de vivre avec Jerry Wilson, par exemple, elle la raconte dans Quoi l'éternité, mais elle l'invente à propos d'autres personnages. Et ça, la critique l'a établi très clairement. Donc oui, en fait, elle se dévoile toujours de façon indirecte, jusque dans ses textes autobiographiques. Sur l'Académie française, parce que quand même, il faut en parler. D'ailleurs, vous en parlez dans un autre M'attend ailleurs. Alors, c'est une date extrêmement importante pour l'humanité, puisque c'est l'entrée d'une femme à l'Académie française. Importante pour elle, parce que ça marque une victoire. Mais finalement, on n'a pas l'impression que ce soit quelque chose d'aussi essentiel que cela.
Non, pas du tout. Alors, pour son ego, oui, et elle considère que cette place lui revenait tout à fait. Et donc, c'est la raison pour laquelle elle a accepté que Jean d'Ormesson s'entremette très activement pour son élection. C'est très bien d'ailleurs ce qu'il dit, Jean d'Ormesson. Oui. Il y a quelque chose de merveilleux dans la citation que vous faites de lui. Je sais tout de vous puisque je vous ai lu et chacun n'a qu'à vous lire pour savoir tout ou presque tout de vous. Mm. Très belle phrase. Très belle phrase et à mon avis très, très intuitive, puisque en effet c'est dans l'œuvre de Yourcenar qu'on trouve y compris les secrets les mieux cachés de sa vie. Donc oui, il a tout à fait raison, et en même temps il ignore en partie, voilà, il voit que la partie émergée de l'iceberg, puisqu'en effet il n'imagine pas qu'elle s'apprête à boycotter la soirée qui fait suite à la réception pour aller retrouver Jerry Wilson dans le Marais. Donc voilà, elle a siégé sans doute 1 ou 2 fois maximum à l'Académie française, ça lui était relativement indifférent. Il faut dire qu'elle n'avait pas été très bien traitée par les académiciens au moment des pourparlers pour son élection. Faut dire qu'elle était 1000 fois supérieure. Enfin, je pas être, vous faites la moue, mais bon, on est d'accord là-dessus. Il y avait aussi quand même une forme de disproportion et une forme de provocation parce que lorsqu'on évoque l'aristocrate, et elle était indéniablement une aristocrate, il y a aussi une forme de marginalité dans sa conception même de l'aristocratie, le fait qu'elle vivait avec une femme, une très grande liberté chez Marguerite Yourcenar. Elle est toujours ailleurs. C'est aussi la raison pour laquelle, d'ailleurs, j'ai intitulé le roman ainsi, parce qu'un autre m'attend ailleurs. On pense d'abord à Jerry Wilson, mais la citation tirée de l'œuvre noire qui est en exergue au début du roman dit qu'en fait c'est lui-même qui est... Enfin, Zénon répond « c'est moi-même que j'attends ». Donc en fait, elle-même en fait, se cherche toujours ailleurs et se place ailleurs par rapport aux attentes et aux représentations préconçues qu'on peut avoir de son personnage. Et l'on voit à Francesca Cunian que dans son écriture, elle est également ailleurs, parce que si on reprend les différents genres qu'elle a abordés, c'est quand même là aussi très étonnant. Alors on a parlé d'une romancière historienne, mais elle a fait des poèmes, elle s'est lancée dans une tentative autobiographique, bref, des genres très différents. Oui, tout à fait. Et elle a aussi fait du théâtre qui est assez peu connu par rapport en comparaison avec les romans. Et d'ailleurs, pour moi, une des choses qui sont intéressantes, c'est que dans le théâtre, par exemple, il y a des personnages féminins très forts, ce qui manque complètement dans le reste de son œuvre. Alors, pour le côté féministe, c'est très intéressant. Donc, enfin, elle fait un peu le tour de toute l'expérience humaine, mais par des biais différents, je pense. C'est-à-dire par des biais différents, par des moyens donc d'écriture différents, et vous trouvez dans ces différents traitements une patte Yourcenar? Pardon, j'ai pas compris. Une patte, une manière d'écrire, une manière d'envisager les choses? Oui. Quoique, comment dire, je trouve que la voix qu'elle adopte est assez différente. Par exemple, si on regarde les textes de la jeunesse, par exemple, et les grands textes de la maturité, c'est... comment dire, il y a quand même une évolution, il y a quand même un changement. Et puis, enfin, il y a une patte Yourcenar, mais elle est toujours justement dans la voix du personnage et des personnages qui sont finalement assez différents les uns des autres. Oui, avec effectivement une grande évolution, puisque elle a eu la chance de vivre longtemps et de commencer à écrire très tôt, puisque même l'œuvre au noir, elle y avait pensé étant enfant. Donc on a, Christophe Bigot, une écriture qui, bien entendu, a évolué. Oui, c'est une écriture au long cours. Alors, au départ, peut-être sous l'influence d'écrivains importants des années 20-30, je pense à André Gide en particulier, qui a influencé l'écriture d'Alexis. Et puis des projets qui ont mûri au cours des décennies qui ont suivi. Par exemple, Un homme obscur, dont on parlait tout à l'heure, qui est dédié à Jerry Wilson, son dernier roman publié au début des années 80, c'est l'aboutissement d'une nouvelle qu'elle avait commencé à écrire extrêmement jeune, à la vingtaine d'années. Et c'est le cas de tous ces grands textes. Donc voilà, il y a un travail de maturation au long cours. Donc il y a des transformations stylistiques, mais il y a quand même une constance dans son univers. Le fait d'écrire sur cette femme, sur cette écrivaine que vous admirez, Christophe Bigot, c'est à la fois un exercice
de liberté, mais surtout un exercice de contrainte, parce que vous allez faire face à toutes sortes de yourcenariens qui vont vous dire que les choses n'étaient pas ainsi, ou alors que telle ou telle chose devait être différente. Alors, est-ce que vous avez été scrupuleux, ou est-ce qu'au contraire, vous revendiquez votre liberté romanesque ? Bah, les deux. Je pense que j'ai été le plus scrupuleux possible dans le traitement de cette matière, qui est d'abord une documentation importante, et en même temps, je me suis autorisé la liberté de parler de cette histoire, encore une fois, qui n'apparaît que dans les marges, dans les textes qui parlent de Yourcenar, voire parfois pas du tout. Il y a des documentaires qui font complètement l'impasse sur cette dernière histoire. Et j'ai fait, en l'occurrence, lire mon livre, notamment à Yannick Guillou, qui a été l'éditeur de Yourcenar dans les dernières années, et son exécuteur testamentaire, et qui m'a fait le plaisir de m'écrire, qui considérait qu'il y avait une exactitude ou une vraisemblance forte de tout ce qui était narré. Et c'est ce que je poursuivais. Alors sur Yourcenar, il faut bien entendu lire votre roman. Si vous deviez conseiller un ou plusieurs livres de Yourcenar à quelqu'un qui ne l'aurait pas lu, par quel livre peut-on entrer dans cette œuvre ? Alors, j'en donnerai 3. Je dirais Alexis, parce que c'est un texte court, d'une séduction pour moi immense par la pureté de son style. Et c'est admirable pour une jeune femme de à peu près 23 ans, 23-24 ans quand elle a publié ce texte. Ensuite, je dirais Un homme obscur, parce que voilà, c'est un texte qui m'émeut beaucoup, la vie de cet anonyme au XVIIe siècle, Nathanaël. Je trouve que c'est un texte bouleversant et en effet qui a des préoccupations pré-écologiques. Et puis je terminerai par son livre d'entretien avec Mathieu Gallet, Les yeux ouverts, parce qu'elle est géniale. Alors un livre réécrit, dites-vous. Oui, c'est un livre elle a retravaillé le verbatim de ses entretiens avec Mathieu Gallet, mais surtout elle aborde une multitude de sujets. Elle est absolument captivante et d'une incroyable modernité dans tout ce qu'elle peut dire. Oui, pour moi, Mémoire d'Adrien est une magnifique manière. Je ne trouve pas par ailleurs le livre difficile. Je trouve qu'il y a une façon à la fois extrêmement sensuelle de parler de la vie, de l'amour, du pouvoir. Et il y a une façon aussi de convoquer une forme d'humanisme et de rationalité qui est admirable, surtout aujourd'hui, alors qu'on a l'impression que ces repères se perdent, parce que c'est un peu ça, hein, finalement, et le parti politique de Yourcenar, c'est une forme de modération et de sagesse. Tout à fait, et je suis parfaitement d'accord sur le fait que Mémoire d'Adrien, alors même que c'est un texte qui comporte des passages quand même difficiles, moi j'ai constaté en tant qu'enseignant, c'est un texte qui séduit énormément les étudiants. Et ça me surprend toujours en fait. Ils ont la sensation de lire de la philo. Alors c'est une lecture en fait moins difficile que lente. Je crois que pour mériter ce livre, il faut le lire lentement. Mais alors, d'ailleurs, elle insistait sur ses pratiques de lectrice dans le fait qu'elle lisait lentement et en faisant des passages en arrière. Et ça aussi, je pense qu'il y a un lien entre la manière dont les écrivains lisent et écrivent. Ça se sent dans sa façon d'écrire. Oui, complètement. On sent que en fait, quand les gens disent qu'elle a la verbalisation facile, c'est qu'on sent qu'il y a un énorme travail en amont de lecture, de réflexion, et c'est ce qui lui permet ensuite de délivrer avec une telle limpidité ses raisonnements et le fruit de sa réflexion. Une manière donc de redécouvrir cette grande écrivaine ou de la découvrir. Votre beau roman, Christophe Bigot, Un autre m'attend ailleurs, aux éditions La Martinière. Merci beaucoup Francesca Cunian d'avoir été avec nous en duplex. Et puis bien entendu, vous pouvez découvrir aussi la voix de Marguerite Yourcenar au travers des 1000 archives que nous possédons à France Culture grâce bien sûr à l'appli Radio France.